Aujourd'hui, ça va être une présentation sur le multithreading en Flutter. Je mets des guillemets à multithreading parce qu'on va voir que c'est plus compliqué que ça, que le terme il n'est pas exact, et on va un petit peu décortiquer tout ça ensemble. Je vous préviens, c'est une présentation assez technique. La plupart des gens qui viennent au Flutter Paris sont des gens techniques, qui s'intéressent à Flutter, à Dart plus globalement. Mais je sais aussi qu'il y a souvent des gens qui ne sont pas techniques qui sont là. Je vais faire en sorte que ce soit compréhensible et intéressant, même pour les gens qui ne sont pas techniques. Je vais faire en sorte, hein, c'est pas non plus évident parce que c'est un sujet quand même assez pointu. Enfin, pointu. Et voilà. Et si jamais vous avez des questions au cours de la présentation, le mieux c'est vous les notez quelque part dans votre tête et on répond tous ensemble à la fin. Comme ça, ce sera plus simple. Pour la petite présentation perso, moi je m'appelle Thomas Ekal. Je suis développeur Android natif depuis 3 ans ici chez Silène Digital. Je développe sur Flutter depuis un peu plus d'1 an maintenant. C'est devenu une vraie passion et je suis assez content d'avoir participé en fait à une petite transformation justement chez Silène où on essaye de passer de plus en plus sur Flutter et en fait on a fait vraiment un pivot sur la plupart de nos développements où maintenant on propose de le faire en Flutter et on a réussi à avoir déjà quelques projets clients assez intéressants sur la technologie. Bon, et puis là vous avez tous les liens un peu pas forcément utiles, mais si jamais vous cherchez à me contacter. Du coup, pour le sommaire, dans un premier temps, on va revoir ensemble un petit peu les définitions des mots asynchronisme, parallélisme et concurrence. Donc pour les développeurs parmi vous, c'est des mots qu'on utilise souvent. On va souvent les dire dans des contextes qui en fait ne sont pas les bons et on va voir un peu mieux ce que ça veut dire pour un peu plus comprendre la suite. En deuxième, on va voir comment le langage Dart fonctionne, comment il fait pour exécuter le code. Ensuite, on va voir les futurs, parce que souvent quand on parle de code parallèle, chaque fois je vais mettre des guillemets parce qu'on va voir que les mots ont un sens, quand on parle de code parallèle, quand on parle de multithreading, etc., on se dit ah les futurs c'est trop bien, etc. C'est ce que vous apprenez quand vous faites du Flutter au début. Et on va voir que c'est pas du tout ce qu'on pense, les futurs la plupart du temps. Et enfin, on va parler du vrai multithreading, les isolates. Je vous ai dit ça allait être assez technique. Alors, l'asynchronisme. En fait, l'asynchronisme, c'est le fait de gérer tous les événements dans votre code qui ne sont pas dus à votre programme en lui-même. Donc typiquement, tous les événements I/O, input, output, donc écriture dans un fichier, lecture dans une base de données, un appel réseau, etc. L'idée, c'est de se rendre compte que c'est des événements qui ne vont pas prendre du temps de calcul à votre programme, mais à un autre programme quelque part. Quand vous faites un appel réseau, c'est pas votre programme qui est en train de calculer, c'est le serveur dans son coin, etc. Mais vous, ce que vous faites, c'est que vous attendez la réponse. Ça, c'est de l'asynchronisme. C'est-à-dire que vous n'êtes pas responsable du calcul, et pour autant, vous avez envie d'avoir une certaine manière de coder, donc la programmation asynchrone, qui va vous permettre d'attendre le résultat d'un calcul qui est fait ailleurs. Et donc, on le verra plus tard, mais c'est ça les futurs. C'est du code asynchrone. C'est le fait d'attendre le calcul fait par un autre programme. Ensuite, on a ce qu'on appelle le parallélisme. La plupart du temps, quand les gens parlent, le multithreading par exemple, et de parallélisme, c'est vraiment parallélisme qu'ils veulent dire. C'est-à-dire que parallélisme, c'est le fait que j'ai un gros calcul à faire et je vais faire en sorte d'utiliser le plus possible les capacités de mon appareil. Et donc, en fait, je vais diviser le calcul à faire selon, par exemple, le nombre de processeurs que j'ai, selon le nombre de threads que je peux créer. Et donc, si j'ai 2 processeurs, je vais essayer de répartir le travail de manière parallèle, de façon à ce qu'un processeur fasse 50% du travail et l'autre 50%. Et à la fin, j'ai fait le même travail en 2 fois moins de temps. C'est ça le parallélisme. Donc, exemple de traitement d'image, par exemple, si vous avez 50 images à traiter et que vous devez changer tous les pixels d'une image, vous pouvez vous dire, après tous les algos ne peuvent pas être parallélisés, mais si c'est possible, vous allez faire la moitié du travail par un thread, l'autre moitié par un autre thread, et à la fin, vous avez gagné du temps. Ça deviendra plus clair par la suite. La concurrence, donc c'est le 3e mot qu'on utilise souvent pour parler de ça. La concurrence, c'est autre chose. C'est quand vous avez des services parallèles. Typiquement, si jamais vous avez un service de log d'un côté, un service de base de données de l'autre. En fait, l'idée, c'est d'avoir des services qui sont complètement autonomes et qui n'ont pas besoin de connaître l'existence des autres. Peut-être qu'ils peuvent se parler entre eux via des messages, mais c'est même pas certain. En tout cas, la concurrence, c'est le fait que vous avez plusieurs programmes en parallèle, mais qui ont chacun leur responsabilité. Finalement, le parallélisme, c'est une question de point de vue. Ça dépend sur quoi vous vous basez
et le contexte dans lequel vous êtes. Si vous voulez paralléliser un algo dans le sens, mon algo il est compliqué, je veux mettre moins de temps à le faire, etc. Là on parle de parallélisme, on parle de multithreading, etc. Si vous voulez paralléliser les accès à l'input-output, ça c'est plutôt de l'asynchronisme. Vous voulez, pendant que vous attendez la réponse de votre appel réseau, vous avez envie de pouvoir faire autre chose. C'est de l'asynchronisme. Paralléliser les acteurs, bon, les acteurs c'est pas forcément, peut-être trouver un autre mot, mais en gros voilà, paralléliser les services, c'est de la concurrence. Comment le langage Dart fonctionne? Alors, le langage Dart, c'est ce qu'on appelle un langage unithread, single thread, à l'instar de JavaScript, à l'instar d'autres langages. En gros, lorsque vous commencez un programme, alors on va beaucoup parler de Dart hein, parce que c'est sur du Flutter, mais pour rappel, du coup, Flutter c'est fait en Dart, et du coup, tout ce qui touche à Dart touche Flutter. Du coup, au démarrage, il y a un thread qui est créé. On va voir que les threads, ils s'appellent les isolates. On va comprendre un peu plus tard pourquoi c'est un nom différent et pourquoi ça a une vraie importance, en fait, que ce n'est pas un thread que vous créez. Mais bref, il y a un seul thread qui est créé et Dart n'exécute qu'une action à la fois. Ce que ça signifie que quand vous faites, par exemple, une boucle énorme comme celle-ci, ce code est bloquant. Ça veut dire qu'il va effectuer toutes les actions, puis seulement après, il va exécuter la suite. Ça paraît absolument évident quand on fait de la programmation, mais vous allez voir que ça veut dire beaucoup de choses. Dans Dart, plutôt dans l'isolate qui a été créé au départ, vous avez ce qu'on appelle une event loop, une queue d'événements. En gros, l'idée, c'est qu'on va avoir un petit schéma après qui explique un peu mieux, mais en gros, l'idée, c'est qu'il y a quelque chose qui tourne en boucle dans votre programme Flutter, et en fait, c'est une pile dans laquelle vont être empilés, du coup, tous les événements I/O, donc les clics, les réponses à des appels réseau, etc. Tout ça, donc les futurs, les streams, tout ça, ça va être empilé quelque part. Et dès que la pile d'événements a du temps, ça c'est un élément capital, dès qu'elle a du temps, elle va piocher dedans et elle va effectuer le code. On va comprendre ce que ça veut dire. Là, vous avez un superbe schéma que j'ai honteusement piqué à Google, que je remercie. En gros, ça marche comme ça. C'est-à-dire que vous avez une boucle infinie quelque part, et là, vous avez des événements. Ça peut être le clic sur un bouton, ça peut être un appel réseau, ça peut être n'importe quoi qui est asynchrone. C'est-à-dire, ça prend du temps de calcul quelque part d'autre, pas chez moi, et j'attends le retour. Les retours, ils se calent ici, et dès que l'event loop a du temps, elle le chope et elle le traite. Et ensuite, elle vous prévient du résultat qu'il y a. Donc, si on s'intéresse au séquençage de Dart, qu'est-ce qu'il fait Dart? Il va effectuer toutes les instructions dites synchrones et seulement ensuite, l'event loop va piocher dans la queue d'événements tous les événements asynchrones à traiter et elle va les traiter. Ce qui est très important, c'est le « et seulement quand elle a le temps ». En fait, il faut comprendre que l'event loop, elle n'est pas du tout concurrente au code synchrone de base. On rappelle la concurrence, c'est-à-dire que c'est deux services différents et on pourrait imaginer qu'ils ont chacun, ils vont chacun à leur vitesse, etc. Ce n'est pas le cas. En fait, l'event loop, elle attend que toutes les instructions de base soient effectuées. Penchons-nous sur les futurs. Alors, les futurs, pourquoi est-ce que je voulais faire un aparté là-dessus? C'est parce que c'est ce que tout le monde utilise pour coder en Dart. C'est l'équivalent des promises en JavaScript, pour ceux qui ont plus un background JavaScript. Et en gros, les futurs, c'est ce qui va vous permettre de faire donc du code asynchrone. Et c'est pour ça que je me suis un peu penché sur le fait que l'asynchronisme, c'est différent du parallélisme. C'est que la plupart des gens pensent que le mot asynchrone veut dire parallèle. En gros, une future, c'est vous donner un code qui va s'effectuer de manière asynchrone. Et donc, en gros, ça vous dit, un jour ou l'autre, je te donnerai un résultat, qu'il soit positif ou négatif. L'asynchronisme, c'est-à-dire que vous ne savez pas quand ça va arriver, mais ça va arriver à un moment donné. Et voilà. Et c'est souvent comme ça qu'on va faire nos appels réseau, etc. L'exemple le plus bateau, c'est ça. Donc là, vous avez votre fonction main. Vous créez une future qui return 42. Il faut toujours mettre 42 dans une présentation de dev. Et ensuite, en gros, vous avez un peu la syntaxe comme des promesses en JavaScript. Vous avez votre petit point zen qui va être appelé quand la promesse, enfin quand la future du coup, sera résolue et qu'il y aura eu un succès. Et le catch error quand il y a une erreur. Okay, et donc en gros, ça va retourner 42. Quand c'est fini, ça va print ça. Et s'il y a une erreur, ça va print ça. Bon, ça a priori, rien de nouveau. Pardon. Hop. Une autre manière de voir la chose, vous avez votre petite fonction
qui va faire un super appel réseau, etc., qui dure 2 secondes. Vous retournez 42 à la suite de ça, vous faites votre appel, etc., etc. En gros, ce qu'il faut comprendre, c'est que vous utilisez les futurs quand vous faites par exemple un appel réseau et vous vous dites je ne sais pas combien de temps ça va prendre, donc je mets une callback pour quand c'est fini et quand ce sera fini, je pourrai faire quelque chose. Ça, c'est de l'asynchronisme, c'est-à-dire que c'est un traitement qui est effectué ailleurs et vous ne faites qu'attendre sa réponse. Comment cela fonctionne en interne? En gros, quand vous créez une future, le code de la future, il est référencé quelque part dans Dart. Okay, il a un petit tableau quelque part où il référence toutes les futures. Ensuite, le code que la future doit exécuter, il est mis dans cette fameuse pile d'événements qu'on a vu avant. Voilà, il est mis là en attendant. Ensuite, on renvoie une référence de la future incomplète, c'est-à-dire que pour l'instant, la future, elle n'est pas résolue. Et là, super important, s'il y en a, les instructions suivantes sont effectuées. Tout le code synchrone qui doit être exécuté est exécuté. Et seulement lorsque c'est fini, l'event loop pioche le code de la future, l'exécute et enfin appelle le zen ou le catch selon le résultat de la future. Mais ça, c'est la partie la plus importante. C'est la partie qu'on oublie souvent. Ok, premier petit test. Ça va être super interactif, ça va être génial. Dans quel ordre ces messages vont s'afficher? Si vous avez bien suivi la slide juste avant, vous serez capable de répondre. Comment? 1, 4, 2, 3. Exactement. En gros, vous allez printer 1. Ensuite, en fait, pourquoi je vous donne ça? Parce que la plupart des gens, souvent, les gens répondent « on ne peut pas savoir ». Parce qu'ils se disent que c'est comme un thread, c'est-à-dire que l'exécution de la future va se faire à un moment donné, on ne peut pas trop gérer, savoir quand c'est. C'est complètement faux. C'est du code asynchrone. Donc en fait, on sait exactement comment ça va fonctionner. Vous pouvez le lancer 1 milliard de fois, vous aurez 1 milliard de fois le même résultat. En fait, ce qui se passe, c'est que ça va printer 1. Ensuite, ça va mettre dans l'event loop le code que la future doit exécuter, donc le print 2. Ensuite, ça va effectuer toutes les tâches synchrones, donc le print 4. Là, l'event loop, elle voit qu'elle a du temps, donc elle va piocher le code, elle va printer 2, et enfin, elle appelle le zen. Ce sera toujours comme ça. C'est vraiment prédictible, parce que ce n'est pas du parallélisme, c'est de l'asynchronisme. Donc là, vous avez un super résumé de ce que je viens de vous dire. C'est exactement ce que je viens de vous dire. Ce qu'il faut en retenir, c'est que les futures, elles ne sont pas exécutées en parallèle. C'est une grosse erreur qu'on fait souvent, mais il faut vraiment comprendre que ce n'est pas du parallélisme de faire des futures, c'est de l'asynchronisme. L'ensemble du code, il respectera toujours le séquençage de Dart qu'on a vu précédemment. C'est absolument prédictible, le comportement d'une future. Contrairement à ce qu'on a l'habitude de voir, par exemple, quand on manipule des threads. Alors, là, exemple un peu bête, mais on a exactement le même code qu'avant, sauf qu'à la place du print 4, on fait une énorme boucle. Voilà, typiquement, cette boucle-là, elle sera toujours effectuée avant que le print 2 soit fait. Là où beaucoup de gens auront tendance à dire « ouais, à un moment donné, pendant la boucle, celui-là, il va se réveiller ». C'est pas le cas. En fait, il attendra vraiment que tout ça soit effectué. Le cas async await. Alors pourquoi je fais une mini parenthèse sur le cas async await? C'est que déjà, en règle générale, il y a beaucoup de malentendus sur async await et qu'est-ce que ça fait au futur. Et même aux promesses, pour ceux qui font du JavaScript, c'est toujours le même débat. Async await, ça ne change pas grand-chose à la gestion du futur. C'est juste une autre manière d'écrire vos futurs. En gros, lorsque vous créez une fonction et que vous la dites async, ce qu'il faut comprendre, c'est que cette fonction, elle est considérée maintenant comme retournant une future. Moi, je ne savais pas avant de faire cette présentation, mais en gros, c'est ça. C'est-à-dire que c'est vraiment, cette fonction, elle retourne le futur. On va voir que c'est super important, ça, pour la suite. Le code de la fonction, il est exécuté de manière synchrone jusqu'à ce qu'il atteigne le premier await. À partir de là, la fonction, Dart, attend que la future soit terminée pour continuer. En gros, async await, c'est juste une syntaxe pour écrire de manière séquentielle un code asynchrone. C'est rien de plus qu'une syntaxe. Ces deux codes, par exemple, sont parfaitement identiques. En gros, là, vous avez le code qu'on a vu tout à l'heure, qui joue avec les points zen et les points catch error qu'on n'a pas mis, mais voilà. Et à droite, vous avez votre print 1. Vous faites un await sur votre futur, et donc vous êtes sûr et certain que le print 3 ne sera appelé qu'après le print 2. Parce que vous avez await, en fait, vous avez attendu un code asynchrone. Mais ça ne change rien, en fait. Ça ne change absolument rien au séquençage
de Dart. Voilà, c'est exactement ce que je viens de dire. Donc, quelques exemples. Je vais vous montrer 2-3 exemples. L'objectif, si vous voulez, hein, c'est de me dire ce que vont afficher ces programmes et pourquoi. Ça va pas forcément être évident. Alors, donc, là, vous avez 2 appels, à A et à B. A, il se borne à faire un await d'une durée de 1 seconde. Si vous ne connaissez pas la syntaxe en Dart, ça en gros, ça veut dire attends 1 seconde. Puis ça affiche A. B qui affiche B, qui await C. Ouais, j'aime bien faire des trucs faciles. En gros, pour faire très simple, l'astuce, elle est là. Qu'est-ce qui va s'afficher à la fin? Si quelqu'un se sent aventureux. Ok, c'est un premier choix. Est-ce que quelqu'un d'autre a... Allez, dans 10 secondes, je donne la réponse. C'est bon? Enfin, ouais. Yes, c'est la bonne réponse. En gros, ce qui se passe, vous faites un await sur A. Donc, on va attendre que l'exécution de A soit finie. Donc, on attend 1 seconde, on affiche A. Ensuite, vous faites un await de B. Vous affichez B start. B start, il va attendre C. Très bien. On affiche C start. Et là, la grosse différence, c'est que je ne sais pas si vous vous souvenez du coup de ce qu'on a dit sur les futurs. Les futurs, le code de la future, il va être envoyé à l'event loop. Tout le code synchrone du programme va être effectué avant que l'event loop aille piocher le code. Donc, ça va faire C start, C end. Ici, c'est fini parce que tout le code de synchrone de C a été effectué. On affiche B end et seulement à la fin, quand il n'y aura plus rien à faire, l'event loop va venir piocher C middle, puis le zen C middle end. Ça, c'est ce qui se passera à chaque fois. Vous pouvez lancer le programme 1 milliard de fois, c'est ce qui se passera à chaque fois. Ce qui est vraiment perturbant, c'est qu'on nous apprend que quand on fait un await, ça va tout bloquer, etc. Donc tout le code sera effectué. C'est pas vrai. Ça va bloquer tout ce qui est fait de manière synchrone. Si vous n'avez pas bloqué cette future, elle va être traitée comme n'importe quelle future. Elle va être mise dans l'event loop et elle ne sera piochée que plus tard. Finalement, la manière pour corriger ça, parce qu'on imagine bien quand vous faites ce code que ce que vous voulez, c'est que ça se soit appelé au middle, quoi, que ce soit appelé entre les deux. Si vous voulez faire ça, vous faites un await sur votre future. Vous lui précisez, attends que ça se soit fini, puis tu fais la fin, et donc en fait, tout va se remettre dans l'ordre. Ok, ça je vais vous expliquer parce que c'est complètement... ça c'est voilà, n'importe quoi. En gros, on a une petite liste avec 3 chaînes de caractères dedans. Ok. On a 2 manières de la traiter, cette liste. La manière A, la manière B. Dans la manière A, quoi qu'il arrive, que ce soit A ou B, on va print un before et un after. Ok. Et ensuite, en gros, la différence, c'est que dans la manière A, on va faire un for each sur la liste et on va await la méthode delayedPrint. DelayedPrint, c'est une méthode toute bête. Elle attend 1 seconde et elle affiche ce que vous voulez. Donc en gros, dans la manière A, on fait un for each et on await à chaque fois. Dans la manière B, on fait un bon gros for i à l'ancienne et on fait no await à chaque fois. Est-ce qu'il y a une différence? Et si oui, est-ce que vous sauriez dire pourquoi? Celui-là, il est complètement tricky. Et, c'est juste parce que c'est assez intéressant de voir pourquoi. Là, c'est normal de pas trop. Ouais. Ben ouais, c'est presque ça, ouais. Enfin, je suis pas sûr, mais ouais, bah, carrément. Très bien vu. En gros,
l'idée derrière, c'est que ce qu'on oublie tout le temps quand on fait un for each, c'est qu'en fait le for each, vous lui donnez une fonction, vous lui donnez une callback à appeler à chaque fois que vous allez traiter un élément de la liste. Vous lui donnez une fonction async, parce que vous faites un await dedans. À chaque fois que vous faites un await dans une fonction, il faut que votre fonction elle-même soit async. Comme vous lui donnez une fonction async, ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est que n'importe quelle fonction qui est notée async, c'est en fait une future. Ça retourne une future. Donc en fait là, vous lui donnez une future qui fait le await du delayed print. En gros, ce que ça va vous afficher, pour une fois, je vais montrer en même temps que je parle. La méthode A, ça va vous afficher before loop A, after loop, parce qu'en fait, vous êtes en train de créer 3 futures que vous mettez dans la pile d'événements. Donc comme on l'a dit, ce code-là va être appelé avant. Au bout d'une seconde, le premier mot va apparaître, et immédiatement après, les 2 autres mots aussi. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous venez de donner à votre pile d'événements les 3 callbacks en même temps. Et donc en fait, elle n'attend qu'une seconde sur les 3. Et à la fin, elle affiche les 3. Donc c'est absolument pas le traitement qu'a priori vous aviez envie de coder. Par contre, ce qui se passe dans la manière B, c'est que là, vous sortez jamais du scope de votre fonction B. Ici, vous êtes complètement sorti parce que vous avez créé une autre fonction en fait. On s'en rend souvent pas compte, mais c'est ça que vous avez fait. Là, comme vous restez dans le même scope, à chaque fois que vous faites un await, il va bien attendre une seconde, puis afficher. Et donc, c'est exactement le code que vous voudriez faire. Vous affichez before, après une seconde flutter, après une seconde is, après une seconde awesome, et puis ensuite vous affichez after loop B. Ça, c'est un truc. Le for each, pourquoi ça marche pas, ça marche jamais quand on fait un await dedans et tout. Moi, j'ai compris ça en m'intéressant à ce sujet-là, quoi. Mais pendant très longtemps, quand je faisais du JavaScript, par exemple, j'avais vraiment du mal à comprendre la raison. Et en fait, la raison, elle est toute bête. C'est vraiment ce qu'on vient de dire. Si vous avez envie... Ah bah non, vous voyez, j'ai eu tort tout à l'heure, en fait. J'ai encore parlé avant de montrer le truc. Donc voilà, c'est exactement ce que je viens de vous dire. Ouais, c'est exactement ça. Cool. Et donc le petit bonus, si comme moi vous aimez quand même bien la syntaxe for each, vous avez ça en fait. Vous avez un future.forEach qui en fait va vous demander votre collection d'éléments, votre callback à 5. Sauf que cette fois-ci, comme c'est une future.forEach, vous pouvez le wait. Et en gros, ça va faire exactement le comportement qu'on voulait juste avant. Voilà, c'est la petite astuce pour faire un for each, même si on fait du await. Ok, alors on va enfin parler du multithreading en Flutter. Okay. Mais c'était quand même super intéressant, je pense, de voir avant les futurs, comment ça fonctionne, etc. pour comprendre que, en fait, si on n'a jamais fait d'isolate, on n'a fait que de l'asynchronisme. On n'a jamais fait du multithreading. Et on va voir déjà que multithreading, c'est un mauvais terme en Dart. J'ai appelé ça comme ça parce que tout le monde connaît le multithreading. Mais ça ne s'appelle pas comme ça s'appelle les isolates. Alors, on l'a dit au tout début, mais pour rappel, lorsque vous lancez votre application, il y a un seul et unique isolate qui est créé. Et c'est celui-là, a priori, que vous allez utiliser pendant toute la durée de vie de votre application. Un isolate, alors j'ai copié ça à Google aussi, merci Google. Un isolate, ça a sa propre zone mémoire et ça a sa propre event loop, le fameux truc dont on parle depuis tout à l'heure. Et voilà, et l'isolate, il va marcher comme ça, etc. Et c'est l'isolate sur lequel tourne votre UI. Tous les comportements UI de votre application, ils vont tourner sur ce seul isolate qui est créé au départ. Pourquoi on n'appelle pas ça un thread? C'est parce que un thread... je vais vous montrer. Ouais. En gros, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on va pouvoir créer plusieurs threads, plusieurs isolates, du coup. Okay, et c'est ça l'avantage, c'est qu'on va pouvoir faire ce qu'on appelle du multithreading en créant plusieurs isolates et donc faire du vrai parallélisme, si vous vous rappelez la définition qu'on a dit au début. Chaque isolate a donc sa propre zone mémoire et sa propre event loop. Et elle est là la différence avec les threads. Et c'est pour ça qu'on appelle ça des isolates. En gros, lorsque vous faites des threads dans la plupart des autres langages, ce qui se passe, c'est que vous créez 2 processus qui vont partager la même mémoire. Ça d'ailleurs, c'est souvent une énorme galère quand vous faites des threads, parce que du coup, vous avez la même mémoire qui est partagée par plusieurs threads, et donc vous devez vous charger de faire des locks, de vérifier que les threads ne vont pas empiéter sur la même zone mémoire, etc. Tous ceux qui ont fait du multithreading, ils savent de quoi je parle. C'est compliqué. Mais là, en fait, ce n'est pas le cas. Là, vos isolates, ils ont chacun leur zone mémoire. À aucun moment, 2 isolates vont pouvoir pointer sur la même zone mémoire.
Donc c'est hyper pratique pour ça, parce que vous n'avez pas du tout la gestion de mémoire compliquée qu'il y a dans un multithreading, on va dire, habituel. Et vous pouvez faire du vrai parallélisme. Cette fois-ci, votre code il ne sera pas exécuté sur le même thread que lui, et votre code il sera vraiment exécuté en parallèle, et non pas de manière asynchrone. Et voilà. Et donc, on peut se dire que le seul inconvénient, ce serait que du coup, le partage d'informations, il est plus compliqué. Pourquoi? Parce que là où avant, deux threads partageaient la même zone mémoire, et donc en fait, pour communiquer, bah, c'était simple, parce qu'ils partagent la même zone mémoire. Là, en fait, on va avoir un système de messages. On va voir que c'est pas beaucoup plus compliqué. Comment les utiliser? Alors, j'ai fait une magnifique application qui a l'air un peu de laguer à cause du GIF, mais en gros, voilà, c'est une petite animation, ok, qui joue sur le thread de lui, l'isolate de lui, il faut que j'arrête de dire ça. Et on va effectuer un énorme calcul, d'abord sans isolate, et ensuite en utilisant un isolate. On va voir les différences que ça donne. Cet énorme calcul, c'est ceci. Donc en gros, c'est absolument ridicule. On va incrémenter un int jusqu'à un certain nombre. On va voir qu'on va aller assez loin quand même pour voir un résultat flagrant. Donc c'est pas un calcul qui en soi est exceptionnel. C'est pour ça qu'on va le faire sur beaucoup d'itérations pour qu'on puisse voir un effet. Mais en gros, l'idée est là, quoi. C'est de se dire, on a un gros algorithme qui potentiellement va prendre du temps, va prendre de l'énergie au CPU. Comment lui va se comporter par rapport à ça? Première façon de faire, la façon, je pense, qu'on ferait tous au départ, justement, en se disant, bah ok, je vais faire une future. Parce qu'une future, on m'a dit, c'est du code parallèle. J'ai juste à faire une future dans laquelle je fais mon traitement. Et puis à la fin, je show une snack bar. C'est une petite fonction qui va afficher une snack bar en bas en donnant le résultat. Ok. On va faire pour 1 milliard d'itérations, on va voir le résultat. Et en fait, vous voyez que quand je clique sur le bouton, tout se freeze. Absolument toute l'UI de l'application va se friser. Non seulement l'animation en haut qui s'arrête, mais aussi le bouton. Vous voyez, quand vous cliquez dessus, c'est n'importe quoi. Il garde l'effet clic, etc. En fait, ce qui se passe, c'est super simple. C'est que vous êtes en train d'effectuer un calcul tellement long qui demande trop de ressources à votre CPU et à votre isolate. Et donc, en fait, bah, l'UI se bloque. Parce que l'UI, il fonctionne sur le même isolate. Et donc, l'animation, bah, elle s'arrête tant que le calcul n'est pas fait. Donc on voit qu'en fait les futurs c'est cool, mais si votre traitement il est super dur, les futurs c'est pas du tout du parallélisme. Alors, on va essayer de faire un isolate séparé. Donc est-ce que ça va être extrêmement long? Est-ce que ça va être extrêmement dur? Est-ce qu'il va falloir changer absolument tout notre code parce que ah mais en fait on était parti sur des futurs et en fait il faut faire un isolate, ça va être galère, etc. La réponse est non. Surprenant. Alors, on va faire la méthode la plus simple pour gérer les isolates. Okay, on va voir après qu'il y a une méthode un peu plus complexe, j'aime pas le mot parce que c'est pas très dur, mais on va faire vraiment la méthode la plus simple qui vraiment montre qu'il n'y a aucune excuse à ne pas utiliser les isolates. C'est une méthode qui vient de Flutter. Donc depuis tout à l'heure on parle de Dart. Les isolates c'est Dart, c'est pas Flutter. Mais en l'occurrence Flutter ils ont créé une petite fonction qui vient de Flutter Foundation, qui s'appelle Compute, et qui fait vraiment le café, pour le coup. En gros, je ne sais pas si vous vous rappelez de la fonction de tout à l'heure qu'on avait avec notre futur, mais c'est exactement ce qui est écrit ici. On va récupérer notre résultat en faisant un await de compute. Donc compute, c'est la fameuse fonction qu'on est allé chercher dans Flutter Foundation. Compute, vous allez lui donner deux choses, enfin, X choses. En fait, vous allez lui donner la fonction que vous voulez lancer, donc votre algo, super compliqué, super dur, qui prend du temps. Et ensuite, vous lui donnez les paramètres que prend votre fonction. Donc là, en l'occurrence, j'en ai un seul, c'est le nombre d'itérations que je veux faire. Et là, j'écris de manière séquentielle, parce que j'ai fait mon petit await. Une fois que c'est fini, j'affiche la snack bar. Finalement, j'ai même moins de code à écrire que quand j'utilise des futurs. Petit détail, qui n'est pas si important, mais qu'il faut bien comprendre, c'est que les isolates, comme ils ont vraiment des mémoires séparées, il faut comprendre que votre méthode que vous devez effectuer, elle doit être en dehors de tout contexte d'instance de classe. Parce qu'ils ne partageront pas la même instance entre les deux isolates. Donc c'est pour ça que votre fonction, elle doit être soit décorrélée complètement d'une classe ou quoi, soit statique. Okay, pour qu'ils puissent l'appeler, pour que les deux isolates puissent se comprendre. C'est juste ça. Donc en gros, j'ai juste rajouté le mot-clé statique par rapport à l'algo de tout à l'heure.
Voilà, c'est tout. Et donc, le résultat, pour 1 milliard d'itérations pareilles, vous voyez que quand je clique sur le bouton, il n'y a rien qui change. L'animation, elle continue. Sauf qu'en fait, le calcul, il se fait et j'ai bien la snack bar qui s'affiche en dessous. Donc là, vous venez de complètement paralléliser l'UI d'un côté et la logique de l'autre, en beaucoup moins de code et en fait de manière tout à fait compréhensible, quoi. Très honnêtement, c'est assez impressionnant. Enfin, du coup, quand on a commencé à comprendre ça, on en fout un peu partout. Donc, on vient de créer et de lancer un isolate. Okay, ce qu'il faut comprendre, c'est que compute, c'est aussi assez fort pour le détruire pour vous après. Quand il comprend qu'il a arrêté le traitement, etc., il le détruit pour vous, ce qui est super pratique. Ça fait tourner notre isolate et on peut attendre le résultat comme un simple async await de base. Et voilà. Donc on a moins de code à écrire et on a un UI qui ne frise pas. Et on a du vrai parallélisme et non pas de l'asynchronisme. C'est-à-dire qu'on effectue quelque chose, ça se passe, notre UI elle continue d'avancer avec ses animations, puis un jour on a le résultat qui arrive. Ouais, alors en gros, créer un isolate, c'est comme créer un thread dans d'autres langages. C'est pas non plus anodin quand vous créez un isolate. C'est-à-dire que quelque part, il va y avoir une vraie zone mémoire qui va être créée, une vraie event loop qui va être créée. Bref, c'est tout un processus. Ça peut ne pas être la solution optimale. Parce que peut-être que le temps de calcul pour créer l'isolate, etc., bah, il va surpasser en fait, le temps de votre algo. Si c'est pour faire 2 plus 2, faire un isolate, c'est complètement overkill. Et ça risque pour le coup de mettre beaucoup plus de temps à s'effectuer parce qu'il faut la création d'isolate, etc. Donc, il faut quand même le faire avec parcimonie. Comment choisir entre les deux? Alors là, c'est un avis complètement personnel et absolument subjectif. Mais en gros, c'est si votre traitement il dure quelques millisecondes, ben, vous faites une feature toute simple. Et en fait, voilà, encore une fois, si vous faites 2 plus 2, vous n'avez pas besoin de créer un isolate précis, etc. Maintenant, si c'est plusieurs centaines de millisecondes, si vous avez un gros traitement à faire, un gros calcul, on y reviendra, mais aussi si vous avez, par exemple, l'appel réseau en lui-même, c'est pas quelque chose qui va prendre du temps de calcul à votre programme. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ce qu'on a dit sur l'asynchronisme. L'appel réseau, ça va prendre du calcul à un autre programme qui se trouve être le serveur. Donc en fait, vous n'avez pas besoin de le paralléliser, l'appel réseau. Par contre, le parsing du JSON que vous renvoie votre appel réseau, ça, c'est un truc qui va vous demander du temps de calcul à vous. Si votre web service il vous renvoie un JSON énorme et que le parsing il met du temps, plusieurs centaines de millisecondes, là, ça peut être intéressant de paralléliser le parsing. Donc, pour aller plus loin, en gros, là, on a utilisé la manière la plus simple de faire un isolate. C'est la méthode compute. Vous l'appelez, ça fait le travail, vous avez un résultat. Plus simple possible. Maintenant, on a vu que ça pourrait être intéressant de temps en temps de se partager des informations entre isolates, de s'envoyer des messages. Puisqu'ils ne partagent pas la même zone mémoire, il va falloir jouer avec un système de messages. Donc, je vais juste vous montrer un code et vous l'expliquer qui fait ça. Mais vous allez voir que ce n'est pas plus compliqué que ce qu'on a fait, donc c'est pour ça qu'on ne va pas aller forcément beaucoup plus loin. En gros, ici vous avez la méthode main. On va lancer notre isolate. On va attendre stdin.first. On va attendre la première réaction de l'utilisateur sur son clavier, quoi, sur la console. Et puis on va arrêter tout. Quand la tâche qu'on va faire, je vous montre juste, c'est on va faire un timer. Donc en gros, toutes les 1 seconde, on va effectuer la méthode qu'on lui donne. C'est-à-dire qu'on va incrémenter le timer. Et on va envoyer à l'isolate qui nous a appelé un message en lui disant le compteur il a cette valeur, etc. Au niveau de la méthode start, vous voyez qu'on crée un resave port. En gros, les resave ports, c'est ça qui permet de communiquer entre deux isolates. Okay, on va en créer un. Ensuite, on appelle isolate.spawn, qui pour le coup est une méthode de Dart. Donc compute, c'est une méthode de Flutter, ça c'est une méthode de Dart. Vous faites isolate.spawn, vous lui donnez votre méthode, donc la méthode task, et vous lui donnez le port sur lequel il doit communiquer avec l'isolate de lui. Ensuite, le port, vous pouvez écouter les informations qu'il va recevoir. Et donc, on print j'ai reçu tel message de l'isolate. Et c'est tout. C'est vraiment tout. Alors, le petit détail aussi, c'est quand vous le stoppez. Là, c'est à vous de stopper votre isolate. Là où compute le faisait pour vous. Et pour stopper un isolate, vous avez juste à appeler kill et vous lui donnez une priorité. Vous pouvez dire je veux absolument que cet isolate il soit arrêté avant que n'importe quoi d'autre se passe dans le code. Ou il y a d'autres niveaux de priorité, quoi. Mais en gros, voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Vous venez de créer un isolate et en fait, vous allez écouter ce qu'il vous envoie comme information. Il y a aussi possibilité de lui
vous lui envoyez des informations. Voilà. Conclusion. On a mis des super images. J'espère que vous appréciez. Donc, pour une bonne UI et donc une bonne application, parce que quand on fait des applications mobiles, on se rend compte que c'est surtout ça en fait, c'est l'UI, les petites animations, les petits détails, le fait que votre appli elle ne frise pas. Ça c'est super important pour les utilisateurs. C'est super important de comprendre tout ce qu'on vient de dire là. C'est pas important d'être un expert dans ce qu'on vient de dire là. Moi je suis absolument pas un expert dans ce que je viens de vous présenter, mais je pense que c'est super intéressant de comprendre comment fonctionne l'event loop, comment fonctionnent les futurs, ce qui se passe vraiment derrière et comprendre qu'en fait les futurs c'est pas aussi incroyable que ce qu'on dit. Souvent les gens ils utilisent les mots un peu à tort et à travers, ce qui est normal. Enfin moi je l'ai fait dans la présentation sur meetup.com. Le petit résumé que j'ai fait sur ma présentation, il est complètement naze à ce niveau-là, c'est-à-dire que j'ai utilisé les mots un peu à tort et à travers. Donc ça c'est normal, ça arrive à tout le monde, on utilise les mots un peu n'importe comment, mais il faut comprendre comment ça fonctionne derrière, que les futurs c'est tout à fait prédictible parce que c'est de l'asynchronisme et pas du parallélisme. Et enfin, savoir que les isolates elles existent. Peut-être que vous n'aurez jamais besoin de faire d'isolate, c'est possible. Mais si un jour vous en avez besoin, si un jour votre UI elle freeze et que vous ne comprenez pas pourquoi, bah là vous saurez. Puis vous voyez que c'est pas si dur d'en faire, quoi. Alors, remerciements pour cette petite présentation. Déjà à Didier Bollens, je ne sais pas si vous connaissez, mais il a déjà fait une présentation à Flutter Paris. Il avait parlé du pattern block. C'est un francophone, je ne sais absolument plus s'il est suisse ou belge, donc je ne veux pas... belge. Ok, voilà. Pas le blesser. Moi je le trouve incroyable. Depuis que je fais du Flutter, je suis tous ses articles, il explique super bien Flutter, Dart, etc. Il est vraiment incroyable, je vous invite à aller lire ses articles. Je le remercie aussi parce que j'ai les petits exos que je vous ai demandé tout à l'heure, je les ai tirés d'un de ses articles, je les ai trouvés cool. Je lui ai demandé, il m'a dit oui, il m'a dit de vous dire bonjour. Voilà, tout est fait. Ensuite, là vous avez un petit article qui m'a aidé à faire le début quand je vous ai donné les définitions. C'est là où j'ai tiré les définitions en fait, de l'asynchronisme, la concurrence et le parallélisme. C'est un site assez sympa en français, c'est assez cool. Et qui du coup explique ce que je vous ai expliqué là en donnant encore un peu plus d'exemples et un peu plus de contexte. Et enfin, Flutter Paris et Edouard qui n'est pas là, qui nous écoute depuis New York. Et voilà, pour cette présentation. Et du coup, merci à vous de m'avoir écouté, c'est cool. Je sais pas pourquoi j'ai remis ça, mais vous avez, vous avez de nouveau mes informations si vous voulez qu'on garde le contact.